Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Didacto avec la participation de la librairie des écoles. Pour ce nouveau thème, nous avons donc choisi de vous parler de la méthode de Singapour. Je pense que cette thématique a l'air de vraiment vous intéresser parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc on vous attend très nombreux pour cette participation. Nous aurons l'occasion d'avoir Jean Nemo pour nous expliquer ce qu'est la méthode de Singapour et de répondre à toutes vos questions. Donc, il va vous présenter. Étienne et Laurence de Didacto vous présenteront aussi dans la gamme de jeux que Didacto propose, ce qu'on peut proposer. Et nous serons bien évidemment à l'écoute de toutes vos questions. Nous avons prévu de passer 1 heure ensemble. Parfois, c'est un petit peu difficile de garder ce temps pendant 1 heure. Peut-être qu'on débordera un petit peu, mais on essaiera de faire au mieux et de maintenir notre horaire. Je vous rappelle un petit peu le principe. Donc, tous ceux qui se sont inscrits vont pouvoir recevoir d'ici quelques jours le lien du replay de ce webinaire. Si jamais vous avez un problème technique, vous devez partir avant la fin, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien rater. Vous pourrez le revoir plus tard. Également, le petit catalogue avec les jeux liés à la méthode de Singapour en PDF d'ici quelques jours. Pour en discuter avec nous, donc pendant ce webinaire, vous avez les QR qui sont en bas, donc questions-réponses, où vous pouvez nous écrire, mais en fait m'écrire pour que je puisse lire toutes vos questions. Et en fonction des questions, soit j'interromps l'interlocuteur au moment précis et on essaie d'y répondre, ou soit je garde la question et pendant le temps de questions à la fin du webinaire, on pourra en reparler. Je vous laisse arriver, puis je vais bientôt passer la parole à Étienne pour l'introduction. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous et à nous poser des questions en espérant que vous allez passer une bonne heure en notre compagnie. Je vais passer la parole à Étienne. Merci Sabine. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir si nombreux aujourd'hui sur ce sujet qui visiblement passionne ou en tout cas intrigue et questionne. Donc, avant de plonger la tête la première dans la méthode de Singapour en compagnie de notre invité Jean Nemo de la librairie des écoles, je vais me permettre quelques mots pour présenter Didacto, très rapidement. La plupart d'entre vous nous connaissent, je pense, j'espère, et certains sont même peut-être des habitués des webinaires, de nos webinaires et de notre site internet et de nos propositions ludiques. Donc, en général, on propose des jeux à utiliser dans un cadre professionnel, donc des jeux pour les enseignants de maternelle ou d'élémentaire. Pour eux, beaucoup de jeux autour des maths, du français, de la découverte du monde, de l'expression des émotions. Pour les psychomotriciens, beaucoup de jeux de motricité, des jeux spécifiques aussi pour les orthophonistes, et puis des jeux plus tournés loisirs pour les ludothécaires, les médiathécaires, les centres de loisirs, les accueils périscolaires, etc. Et pourquoi pas les parents qui le souhaitent également. En 2 mots, donc pour ceux qui seraient un peu moins familiers de notre activité, moi j'ai vérifié ce matin, on propose précisément sur le site Didacto 2679 jeux et outils pédagogiques différents, chinés chez 203 éditeurs différents du monde entier. Donc on est très spécialisé dans la pédagogie ludique depuis 30 ans et nous sommes donc une équipe d'une quinzaine de personnes à votre disposition pour tous vos projets ludo-éducatifs. J'ajoute enfin que nous avons un second site qui s'appelle Berous, be20us.com, spécialisé dans la fourniture de jeux aux crèches et aux structures de la petite enfance. Voilà pour cette rapide présentation. Alors, la méthode de Singapour, pourquoi? Tout simplement parce que la France chute dans les classements internationaux en mathématiques, on en a beaucoup parlé, le fameux classement PISA, et les élèves de Singapour se sont imposés dans ce classement comme les meilleurs du monde depuis plusieurs années. Donc, sur la base de ce constat, il a été décidé que cette méthode allait être introduite dans les écoles françaises dès la rentrée 2024 pour certaines classes. Ça se passe dans un contexte plus général, évidemment, d'accélération des moyens à notre disposition, à la disposition des élèves pour calculer. Donc, on comprend encore plus la nécessité d'un enseignement qui permette non pas de calculer plus vite, de calculer par cœur, mais
mais de résoudre des problèmes, d'analyser la pertinence d'un raisonnement, la validité d'un calcul, de comprendre un modèle de développement informatique, etc. Donc, la méthode de Singapour, on va le voir, c'est une méthode très concrète, très visuelle, très systématique, où on passe de la manipulation à la représentation, puis à l'abstrait, et qui insiste sur la compréhension. Mais est-ce qu'au fond, c'est une révolution? Est-ce que les enseignants ont de quoi être inquiets? Qu'est-ce qui va changer? Donc, c'est tout ça qu'on va voir en détail durant cette heure ensemble. Et donc, tout d'abord, en compagnie de Jean Lemo, directeur général de la Librairie des écoles, qui est l'éditeur de référence pour les ouvrages scolaires autour de la méthode de Singapour. Jean nous fait le plaisir d'être là avec nous cet après-midi. Merci beaucoup à vous, Jean. Et donc, Jean va vous présenter la méthode, son application et le matériel de base qui y est associé. Puis, Laurence et moi-même reprendrons la parole en fin de webinaire pour présenter rapidement quelques autres matériels connexes qui sont dans l'esprit de la méthode de Singapour, en particulier les réglettes. Et puis, il y aura un temps, comme Sabine l'a dit, de questions-réponses. Donc, on va essayer de tenir tout ça en 1 heure. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jean Nemo. Bonne heure en notre compagnie. À tout de suite. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Sabine. Merci à vous tous pour votre présence. Merci à Didacto pour l'invitation. Donc, je suis effectivement Jean Nemo. J'ai créé la librairie des écoles il y a 15 ans et le troisième ouvrage que j'ai publié, c'était la méthode de Singapour. Donc, ça fait 15 ans que j'édite la méthode de Singapour en France. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, elle est validée non seulement par les comparaisons internationales par le concours Teams et PISA, mais aussi par les nouveaux programmes en cours de rédaction, par l'ADGESCO qui organise des formations à échelle nationale sur ce thème. Donc, ça veut dire que depuis 15 ans, j'avais eu une bonne intuition. Comme je connais bien la méthode, je vais vous en présenter les principes et je me permets de partager avec vous une présentation PowerPoint, puisque aujourd'hui, grâce à Didacto, nous allons nous focaliser sur la manipulation, qui est effectivement un des éléments essentiels de la méthode de Singapour. J'en profite pour dire dès maintenant et répondre à une de vos questions, Étienne, sur le fait que est-ce que la méthode de Singapour va changer beaucoup de choses pour les enseignants? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la méthode de Singapour. La méthode de Singapour, ce n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas une méthode, c'est une synthèse de tout ce qui marche en didactique des mathématiques, y compris donc des choses que nous pratiquons en France depuis très longtemps. On voit ici à l'écran des barrettes Cuisenaire, par exemple. C'est tout à fait cohérent avec la méthode de Singapour. Ça fait très longtemps que les professeurs des écoles savent qu'il faut manipuler pour accéder à l'abstraction des mathématiques. Donc, les principes pédagogiques de la méthode de Singapour, ils sont au nombre de 3. Alors, petit rappel historique, hein, la méthode de Singapour, c'est une méthode qui a été créée par le ministère de l'Éducation de Singapour en 1982 et qui consiste tout simplement à décomposer les objectifs d'apprentissage en petites étapes très simples, accessibles à tout le monde, pour favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, de la moyenne section de maternelle jusqu'à la 6e. Donc, chaque jour, il y a une progression en difficulté tellement ingénieuse, tellement intelligente, tellement réfléchie que tous les élèves en profitent et en bénéficient et acquièrent une compréhension profonde des notions mathématiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir pour chaque notion une démarche concrète, imagée, abstraite. On va commencer par des situations de la vie courante. Ensuite, on va manipuler des objets de la vie courante. Ensuite, ces objets vont être, et c'est tout l'objet de cette présentation aujourd'hui, vont être de plus en plus abstraits. On va ensuite les représenter sur les fichiers que j'ai amenés ici pour vous les montrer. Et on va ensuite passer seulement à l'abstraction des symboles mathématiques et des chiffres qui sont l'objet même de l'enseignement mathématique. Le deuxième aspect, c'est la pédagogie de la maîtrise. Je le mentionne ici, mais je ne m'attarderai pas sur ce sujet. C'est le fait qu'on va aborder une seule notion sur un temps long pour pouvoir en aborder tous les aspects et toutes les représentations. Et le troisième principe, c'est la pédagogie explicite, qui n'est pas propre à l'enseignement des mathématiques, mais qui est propre à tous les enseignements de notions fondamentales, comme le français, comme la grammaire, comme la géométrie, etc., ou même les langues.
Et c'est une façon de faire classe. C'est une façon de faire classe où le professeur va vraiment guider les élèves, va leur montrer comment faire, va réfléchir à voix haute, va mettre un haut-parleur sur sa pensée, encourager les élèves à mettre à leur tour un haut-parleur sur leur pensée et dans une séance de pratique guidée, puis seulement après de pratique autonome. Évidemment, l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est surtout la démarche concrète, imagée, abstraite. Donc, c'est là-dessus que je vais m'attarder. Les pédagogues qui sont à l'origine de la méthode de Singapour, c'est principalement Jérôme Brunner. C'est lui qui a compris qu'il fallait passer des étapes concrètes, imagées, abstraites, enfin, qu'il fallait partir du concret pour les enfants avant de passer à l'abstraction des symboles. En américain, c'est un peu plus compliqué, c'est inactive, iconic and symbolic. Donc, vous voyez, concret, imagé, abstrait, c'est une façon un peu plus simple de dire la même chose. Mais vous voyez que tous ces pédagogues, que ce soit pour la résolution de problèmes avec Georges Polya et Gérard Vergniaud, que ce soit pour le fait d'aborder les nombres sous des représentations multiples avec Zoltan Dins, le fait d'avoir une approche spiralaire avec Vygotsky et Brunner à nouveau, tout ça, la pédagogie explicite. Donc, on comprend bien que les pédagogues qui ont inspiré la méthode de Singapour aux Singapouriens ne sont pas des pédagogues singapouriens. Encore une fois, c'est des pédagogues que vous connaissez en tant que professeur, que vous avez étudié, et donc vous pouvez être parfaitement rassuré sur le fait que la méthode de Singapour ne va pas révolutionner votre façon d'enseigner, bien au contraire. Donc concrètement, le concret imagé abstrait, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre des objets de la vie courante, des oranges, et puis on va les schématiser. Alors par exemple, on va poser des problèmes aux enfants, on va leur dire voici 3 oranges qui sont dans une assiette. On va représenter les oranges par des petits carrés jaunes. Et puis on va ajouter 2 pommes qu'on va représenter par des petits carrés rouges. Et combien y a-t-il de fruits en tout dans l'assiette? On va faire un train de cubes et on va voir ici 5 fruits. Donc, cette représentation, ce passage du concret à l'abstrait se fait par de la représentation de plus en plus, de la représentation de plus en plus abstraite. En gros, les mathématiques, on pourrait dire que c'est faire des mathématiques sans les chiffres, en tout cas dans un premier temps. Donc, ça permet d'avoir un chemin progressif vers l'abstraction. On manipule, on modélise, on symbolise, on verbalise, hein, on s'exprime beaucoup pour décrire les manipulations que nous faisons. Et ça a le mérite pour les enfants les plus jeunes de donner du sens au nombre. Parce que toutes ces représentations, ces manipulations vont leur permettre d'avoir une mémoire kinesthésique, donc gestuelle, de leur manipulation, de se représenter visuellement ensuite qu'est-ce que c'est que le chiffre 4, le nombre 4 par rapport au nombre 5, d'avoir des représentations qui sont variées, mais qui sont cohérentes et qui leur donnent des fondamentaux solides. Et ce qui est, donc rien de tout ça n'est très original, vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûr. Ce qui est particulièrement original dans la méthode de Singapour, c'est qu'on va continuer à manipuler jusqu'au CM2. C'est-à-dire que dès qu'on va introduire une nouvelle notion, je pense par exemple au pourcentage ou aux décimaux, au CM1, ou voilà, aux fractions, on va toujours manipuler. Donc, le matériel que je vais vous présenter, vous pouvez l'utiliser jusqu'au CM2. L'étape de la manipulation, c'est quoi? C'est qu'on va, pour chaque notion qu'on va aborder, on va avoir un matériel spécifique. Ça, c'est important, quelque chose à comprendre qui est très important, c'est que, voilà, moi, je me rends bien compte que beaucoup de professeurs à qui on parle de la méthode de Singapour l'assimilent à la manipulation, c'est très bien, mais ce n'est pas pour ça que votre classe va se transformer en magasin de jouets, ce n'est pas pour ça que vos élèves vont passer du temps à manipuler des objets. En fait, les objets sont adaptés non seulement à chaque notion, mais à chaque séance. Cette fois-ci, on va apprendre à additionner, par exemple, avec des cubes. Cette fois-ci, on va apprendre à additionner avec du matériel de base 10. Cette fois-ci, on va apprendre à additionner avec des jetons. Et donc, il y a vraiment, pour chaque séance, un objectif didactique distinct. Et ce n'est pas tant le fait de manipuler que le choix du matériel, d'où l'importance de cette présentation et de notre partenariat avec Didacto, c'est le choix du matériel qui va faire toute la valeur de la manipulation. Donc, une manipulation à la fois pour un seul objectif didactique. Et puis, les activités de manipulation sont limitées dans le temps. On va faire une addition et ensuite, on va ranger le matériel. Ou alors, on va faire
un problème multiplicatif, et puis on va ranger le matériel. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire découvrir aux enfants par la manipulation des notions mathématiques. On est dans une pédagogie explicite. Donc, la manipulation est au service de l'explication donnée par le professeur. L'étape de la représentation, et c'est pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de feuilleter nos fichiers, vous en êtes rendu compte. L'étape de représentation, c'est-à-dire que quand on est sur le fichier, on est sur 2 dimensions, on n'est plus dans les 3 dimensions de la réalité, on est sur les pages d'un fichier. Vous voyez qu'on va retrouver les mêmes cubes, on va retrouver les mêmes objets, et on va retrouver les cartes de numération ici. Donc, en fait, les élèves se rendent compte que l'activité de manipulation qu'ils viennent de faire dans leur classe, en réalité, elle est institutionnalisée dans le fichier. Et ça, c'est très important de comprendre que non seulement on va prendre les représentations, mais on va les mettre en lien les unes avec les autres. Et voilà, on va non seulement représenter des nombres avec différents objets de manipulation, mais à certains moments de la progression, on va faire constater aux enfants que les cubes et les jetons représentent les mêmes choses. Que, là vous le voyez ici, que la barre numérique permet de représenter la fraction 3/6 de la même manière que les cubes peuvent représenter la fraction 3/6. Donc, on va mettre en lien les objets de manipulation entre eux. Et enfin, l'abstraction, c'est-à-dire qu'en fait, l'abstraction, on va évidemment aborder les calculs mathématiques, mais en fait, on va retarder ce moment-là le plus loin possible. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que les élèves apprennent des procédures de calcul. Comment est-ce que je fais pour soustraire 4/5 moins 1/10? Eh ben, je vais appliquer la formule qui consiste à réduire au même dénominateur en multipliant 5 par 2 et 4 par 2. Et voilà, ça, c'est des choses que certains élèves arrivent très bien à faire. Certains élèves n'y arrivent pas du tout parce que c'est trop abstrait. Et pour les uns comme pour les autres, pour les élèves qui sont en difficulté ou même pour les élèves qui n'ont pas de difficulté, il est toujours essentiel de comprendre, de visualiser ce dont on parle. La soustraction 4/5 moins 1/10, qu'est-ce que ça veut dire sur un schéma? D'où l'importance de la manipulation et de tous ces objets. Donc, je ne vais pas me répéter. Vous voyez qu'ici, on va prendre un choix et un ordre stratégique dans les représentations. On va pouvoir utiliser des collections en dénombrant des quantités de 4 abricots, en l'occurrence. On va pouvoir ranger les quantités dans des boîtes de 10. On va pouvoir utiliser des trains de cubes, je vais y revenir bien entendu. On va utiliser les familles de nombres. Les familles de nombres, c'est une façon de faire des additions et des soustractions sans utiliser les symboles plus et moins ni égal, puisque ça montre simplement que les nombres représentent des tout et des parties. On va utiliser beaucoup la bande numérique. Comment est-ce qu'on peut additionner en se promenant vers la droite et soustraire en se promenant vers la gauche? On va utiliser les cartes de numération qui ont été inventées par Maria Montessori et qui permettent de saisir les valeurs de position avec l'appui du matériel de base 10 qui est ici, hein, matériel de base 10 sur lequel je vais revenir dans un instant également. Et on va aller lentement du concret vers l'abstrait. Vous voyez que ici, sur ces représentations qui sont dans un nombre limité vont être réutilisées, réinvesties au fur et à mesure des années, que ce soit dès la maternelle jusqu'au CP, CE1, CE2, on va retrouver ces représentations pour qu'elles deviennent familières aux enfants et que s'ancre dans leur esprit une représentation spatiale des nombres et que les mathématiques aient ainsi du sens. C'est vraiment l'idée de donner du sens au nombre. Je vous prends quelques exemples ici. Vous voyez qu'ici, quand on va additionner 37 et 28, on va le faire grâce au matériel de base 10. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander aux enfants, chacun en binôme, de représenter la quantité 37. Alors, je ne vais pas le faire devant vous ici, ça serait un peu compliqué, mais on va le faire sur une table. 37 avec des unités et des dizaines. Ensuite, on va prendre 28 à nouveau. On va prendre 2 barres de dizaines et puis 8 unités. Et puis, on va les additionner, c'est-à-dire qu'on va les mélanger et dénombrer la quantité complète. Ce qui permet de faire comprendre aux enfants que, oui, si on a 7 plus 8 unités, on va avoir 15 unités, c'est 15 unités, et ces 15 unités, on va pouvoir en faire une dizaine. Et c'est-à-dire qu'on va demander aux enfants de coller ici les unités
sur la barre des dizaines, de manière à ce qu'ils visualisent en quoi 10 fois 1, ça fait 10. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, ça ne va pas de soi, évidemment, pour les enfants, vous le savez très bien. Et donc, en fait, grâce à ce matériel de base 10 encastrable, on va pouvoir coller les dizaines les unes aux autres, de manière à avoir le résultat. Je précise à ce stade, c'est important de le comprendre, que le matériel de base 10, nous, on recommande qu'il soit unicolore. Donc, on est en train d'y réfléchir avec Didacto d'avoir un matériel de base 10 unicolore, car sinon, il y a un risque de confusion pour les enfants. Ils vont avoir tendance à penser que ce ne sont pas les mêmes choses que l'on compte. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une centaine qui est bleue et une dizaine qui est verte. Mais or, la petite unité, qu'elle soit verte, qu'elle soit bleue ou qu'elle soit jaune, a la même valeur. Donc, en fait, le fait de changer de couleur peut créer une confusion pour les enfants. Donc, nous, on vous recommande, c'était aussi pour ceux d'entre vous qui connaissent le matériel Montessori, c'est vraiment un choix important d'avoir des matériels de base 10 unicolores. Euh, bon, et évidemment, ce que je viens de vous montrer pour les opérations, c'est pour les additions avec retenue, c'est encore plus vrai pour les soustractions avec retenue, parce que ça permet effectivement de bien comprendre ce que ça veut dire quand je soustrais 63 moins 47, ce que ça veut dire en fait de barrer le 3 pour faire 13, et bien ici, les enfants vont pouvoir faire 13 concrètement. Et s'ils se sont trompés dans la procédure, eh ben, ils peuvent recompter parce que concrètement, les objets sont là devant eux et il suffit de refaire la manipulation. De la même manière, je le mentionne ici parce que c'est un des aspects qui, pour le coup, va peut-être le plus modifier vos pratiques de classe dès la rentrée prochaine, puisque les nouveaux programmes vont instaurer l'apprentissage des fractions dès le CE1, mais n'ayez pas peur, parce qu'en fait, les fractions dès le CE1, c'est très simple. Déjà, au CP, on va introduire les notions de demi, de quart, de tiers, qui font partie du langage courant. Vraiment, les mots demi, quart, tiers, c'est des mots auxquels les enfants sont habitués parce qu'ils ils font partie du langage courant. Au CE1, on va plier une feuille en deux pour faire une demi-feuille, puis un quart de feuille. Et on va, vous voyez, avoir une notion très concrète des fractions. Et vous voyez ici en dessous, l'exercice 1 vous montre les disques fractions que je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. Mais on va effectivement, par la manipulation, aborder la notion de fraction de façon très simple et concrète. Un autre exemple, pour les décimaux. De la même manière, les programmes vont avancer l'apprentissage des nombres décimaux. Eh bien, là aussi, vous pouvez savoir que grâce toujours à ce matériel de base 10, mais aussi grâce à ces disques nombres que vous voyez ici, on va pouvoir aborder la notion de décimaux sans aucune difficulté. Et les enfants vont ainsi comprendre que les décimaux ne sont qu'une suite logique de ce qu'ils ont déjà appris sur le rapport entre les dizaines, les centaines, les milliers. Oui, et ben, la même chose s'applique pour les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Je vais un peu vite pour ensuite vous présenter les outils. La méthode de Singapour, donc, que nous, on édite depuis 15 ans, c'est un ensemble de supports pour vous aider à faire classe, que je présente ici brièvement. Il y a évidemment les indispensables guides pédagogiques qui vous servent à savoir, séance par séance, pas à pas, la façon dont vous pouvez mener votre classe, avec des conseils de différenciation et de manipulation, justement. On a nos manuels numériques, on a les mallettes pédagogiques avec lesquelles nous sommes en train de travailler avec Didacto pour réunir un ensemble de matériel adapté, ni plus ni moins, à vos besoins pour le CP, pour le CE1, pour le CE2, pour que vous puissiez avoir le strict nécessaire, mais pas plus qu'il ne faut, ni moins, bien sûr. Et puis, les outils d'évaluation que vous pourrez retrouver sur notre site, où unité par unité, vous aurez tous les objets, un outil de pilotage de votre classe avec des exercices d'évaluation. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que nous organisons des formations spéciales pour la méthode de Singapour, certifiée Calliope. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous sur notre site si vous souhaitez des formations.
voici les fichiers de l'élève qui sont ici, c'est le cœur de la méthode, c'est ce qu'on va faire en pratique guidée. Et c'est là-dessus où les élèves vont avoir l'application des exercices de manipulation qu'ils ont fait, les exercices de pratique autonome, où cette fois-ci les enfants travaillent seuls. Et maintenant, je rentre un peu dans le détail de chacun des 7 items que la librairie des écoles a sélectionnés pour la méthode de Singapour. Je dis 7 parce qu'encore une fois, notre volonté, c'est de vous simplifier la vie et de vous dire que si, avec ces 7 objets, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais évidemment, vous pouvez également utiliser d'autres matériels que vous présentera ensuite l'équipe de Didacto. C'est un minimum de 7, on va dire, mais il n'y a pas de maximum, bien entendu. Alors, donc les cubes, c'est vraiment l'aspect le plus original de la méthode. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est vraiment, depuis le début des années 2000, Singapour qui a vraiment popularisé ces cubes multidirectionnels. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est vraiment toute la beauté et l'intelligence de la méthode de Singapour. Ces petits cubes qui ont l'air de rien comme ça, ils vont accompagner vos élèves de la maternelle jusqu'au CM2, avec à chaque fois des couches supplémentaires de notions mathématiques extrêmement profondes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en maternelle, avec ces petits cubes, on va pouvoir comparer des quantités. Vous voyez, là, je le fais devant vous. On va demander aux enfants, il y a 8 filles qui jouent dans la cour de récréation. Il y a 10 garçons qui jouent dans la cour de récréation. Combien de garçons y a-t-il de plus que filles? Vous voyez que quand on les met côte à côte, ces trains de cubes, on va pouvoir visualiser la différence, visualiser la comparaison. On va également pouvoir les additionner. On va pouvoir faire 2 parties qui forment un tout. Et on va pouvoir avoir de cette manière-là toute une série de notions mathématiques qui vont être représentées grâce à ces cubes. Je précise à ce stade d'ailleurs que là, j'ai pris un exemple un peu banal de filles et de garçons. Ça peut être des canards dans une mare, ça peut être des fruits dans un arbre, ça peut être que sais-je. Mais à chaque fois, on va entraîner les enfants à raconter des histoires mathématiques en schématisant la situation mathématique avec ces cubes. Ces cubes vont être alternativement des fruits, des canards, des enfants. Donc, c'est déjà un stade d'abstraction, même si on est dans la manipulation. C'est ça toute la beauté. Donc, on est déjà en train d'abstraire de la situation mathématique une représentation qui est concrète puisqu'on la manipule, mais qui est beaucoup plus abstraite que la réalité. Ces mêmes cubes vont permettre également de faire de la multiplication. C'est-à-dire qu'on va ici prendre des groupes de 2 et montrer en quoi la multiplication est une addition itérative, c'est-à-dire qu'on va faire 2 plus 2 plus 2. On va avoir 5 groupes de 2, c'est 10. On va pouvoir faire manipuler les enfants pour comprendre que 5 groupes de 2 et 2 groupes de 5 font la même quantité. Donc, juste le nom m'échappe, bref, le caractère réciproque j'ai un trou de mémoire, de la multiplication, A fois B égale B fois A, se rend tout à fait accessible grâce à la manipulation. Mais ce n'est pas tout, car quand on va progresser dans l'année, pour ceux d'entre vous qui connaissent les modèles en barre, ici, on va avoir une représentation horizontale qui est discrète. Discrète, ça veut dire qu'on va pouvoir compter chaque élément séparément. J'ai dit que j'avais 8 filles, je peux compter chaque cube séparément. Mais après cette barre, on va supprimer les cubes, les carrés qui la constituent pour avoir une seule quantité. Et cette même barre va pouvoir représenter 325, 2412 ou que sais-je, n'importe quelle quantité par cette barre sous forme de relation continue. Mais quand on arrive au CE2, qu'est-ce qui se passe? On va devenir de plus en plus, les élèves vont se familiariser avec les multiplications. On va aborder les problèmes multiplicatifs. Ce qui fait que cette barre de, moi je ne sais pas, 4 cubes plus 2, eh ben, on va dire que chaque cube vaut 4 ou chaque cube vaut 5. Et on va avoir ici, nous avons 4 boîtes de 6 œufs
que ma mère a acheté au marché. Et puis, nous avions déjà 2 boîtes de ciseaux à la maison. Combien est-ce que j'ai 2 en tout? Donc, on pourra avoir des problèmes multiplicatifs qui sont représentés toujours par ces mêmes cubes. Et le miracle s'opère jusqu'aux fractions, puisque vous constatez bien qu'ici, nous avons chaque cube qui représente un quart de la barre. Donc, vous voyez qu'avec ce simple petit objet de multiplication, on va pouvoir aborder toutes les notions de numération de l'école primaire. Et ces cubes vont être utilisés jusqu'au CM2 pour représenter des situations mathématiques extrêmement complexes. Et puis, j'ajoute un dernier aspect à cette manipulation, c'est évidemment le calcul des volumes, puisque grâce à leur caractère multidirectionnel, je vais pouvoir construire des solides dont je vais pouvoir calculer le volume, car chaque cube va être une unité cube, un futur centimètre cube, un futur mètre cube. C'est-à-dire que le cube veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est, pour les enfants, la façon de comprendre en quoi les notions de volume sont liées à la notion de cube. C'est qu'on a découpé le solide sous forme de petits cubes pour pouvoir calculer son volume. Donc, vous voyez, là, j'en suis... Excusez-moi. Oui. Jean, excusez-moi. Je vais juste faire une petite parenthèse. Alors, donc, les personnes suivent bien, parce que même elles vous ont soufflé la commutativité de la multiplication. Ah, merci, voilà. Voilà, donc il y en a plein qui ont répondu ça. Donc, vraiment, super, les gens suivent et vous soufflent. Alors, les cartes de numération, je les présente ici. C'est un matériel, comme je le disais tout à l'heure, qui a été inventé par Maria Montessori. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir permettre aux enfants, vous voyez, hop, de représenter des nombres sous forme de addition d'unités, de dizaines et de centaines. Vous voyez, j'ai pris que des 1. Mais on va avoir le 1 des unités, on va avoir le 10 et on va avoir le 100. Et quand on va faire 1 plus 10 plus 100, on va demander aux enfants de le... ah oui, attendez, il faut que je le fasse bien, sinon ça ne marche pas. Voilà, comme ça. 1 plus 10 plus 100. Donc, on chevauche les cartes nombres et on a bien 111. Et on a bien ici la valeur de position des nombres qui est rendue concrète par la manipulation pour les enfants. Je précise aussi à ce stade que pourquoi est-ce qu'on a choisi ces couleurs. Donc, vous voyez, ici, on a la petite fille qui dit 20 et 5 font 25. Et on voit bien ici que les cartes se chevauchent. On va retrouver beaucoup ces représentations mathématiques, surtout au CP, CE1 et CE2, pour habituer les enfants à acquérir les concepts fondamentaux de la numération décimale, à savoir la valeur de position des chiffres, en utilisant ces cartes. Je précise quelque chose d'important, c'est que le code couleur que vous voyez bien à l'écran, ce sont des extractions des fichiers. Bien, en fait, on a fait construire un matériel de manipulation qui reprend le même code couleur. C'est important, comme ça, les enfants retrouvent sur leur table ce qu'il y a exactement dans le fichier. Donc, le 8, les unités sont vertes, les dizaines sont bleues, les centaines sont roses. Et vous voyez qu'ici, les milliers, quand on va arriver au CE1, sont à nouveau verts. Et on va avoir de cette manière-là une récurrence pour faire comprendre aux enfants qu'on a ce système de les milliers, ce sont des unités. Ensuite, on a les dizaines de milliers qui vont être à nouveau bleus et les centaines de milliers qui vont être à nouveau roses. Et on retrouvera ensuite ce système pour les dixièmes et les centièmes. Mais j'y reviendrai. Et vous voyez que quand je vous disais tout à l'heure, dans la méthode de Singapour, on ne se contente pas d'avoir ce matériel de manipulation, on met et d'utiliser un matériel de manipulation pour telle ou telle notion, on va mettre en relation les représentations et les objets de manipulation entre elles. Donc, on a bien ici le matériel de base 10 dont j'ai parlé tout à l'heure. On va avoir 4 centaines, 7 dizaines et 5 unités. Mais on va représenter le même nombre grâce aux cartes de numération.
Et puis, on va représenter le même nombre avec l'autre outil de manipulation que je voulais vous présenter, qui sont les disques nombres. Et ici, les disques nombres, vous allez retrouver également le même code couleur. Ici, on est au CE2. Alors, je reviens un petit peu en arrière. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire adapter chaque matériel de manipulation à chaque notion. Et donc, il y a une progressivité dans les apprentissages. Et c'est important de respecter la progression de la méthode de Singapour si vous souhaitez l'appliquer dans votre classe. Et c'est pour ça aussi que nous faisons des mallettes qui sont adaptées à chaque niveau. Parce que au CP, on va utiliser beaucoup les cartes de numération, le matériel de base 10 et les cubes. Au CE1, on va se débarrasser au fur et à mesure du matériel de base 10. On va utiliser beaucoup plus le matériel de base 10 et beaucoup moins les cubes, parce que pour représenter les grandes quantités, on ne va pas faire des centaines avec ces cubes-là, vous voyez, qui sont beaucoup trop gros. Encore une fois, c'est simple à comprendre, c'est très pratique. Mais on va attendre que les enfants acquièrent le niveau d'abstraction suffisant pour pouvoir utiliser un matériel de plus en plus abstrait. Et donc, vous voyez bien ici que les disques nombres, là, on va les utiliser au CE2, mais pas au CE1, ni au CP. C'est-à-dire qu'en fait, les disques nombres que vous voyez ici, certes, ce sont encore des objets de manipulation qui permettent aux élèves de faire des additions posées, de faire des soustractions posées, de vraiment décomposer leurs calculs, mais ils sont beaucoup plus abstraits que le matériel de base 10. Parce que dans le matériel de base 10, on peut compter un à un chacune des unités si on veut y prendre le temps. Alors que dans le matériel de base 10, alors que dans les disques nombres, ici, nous avons, c'est toujours la même taille, mais il y en a un qui vaut 10 et il y en a un qui vaut 1. Et puis il y en a un qui vaut 100, il y en a un même qui vaut 100 000, vous voyez ici, parce qu'on va les utiliser au CM1 et au CM2. Et on va utiliser également ces jetons pour représenter, comme je l'ai montré à l'écran ici, les nombres décimaux, toujours avec les codes couleurs que vous retrouvez ici. Et vous voyez qu'ici, on va pouvoir soustraire des décimaux, 2,8 moins 1,75, en retrouvant exactement le même matériel de manipulation, mais cette fois-ci, ça sera 0,1, 0,01, mais les élèves se sont familiarisés. Donc, vous voyez bien que la façon dont je vous présente les choses, même si c'est très rapide, c'est toujours pour vous convaincre d'une chose, c'est que il y a un choix intelligent qui a été fait du matériel. Ce choix, il est raisonné sur le temps long et respecte une progressivité. Quand on parle de la méthode concrète, imagée, abstraite, ce n'est pas seulement à l'intérieur de chaque séance, c'est aussi au fur et à mesure que les années passent et que les enfants acquièrent des capacités d'abstraction. Alors, les disques fractions, oui, vous voulez dire? Juste là, parce que la question est par rapport à là maintenant, on me dit dans les cartes de numération, est-ce que le code couleur ne va pas entraîner les confusions entre couleurs et valeurs redoutées avec le matériel de base 10? Pourquoi ne pas avoir mis des cartes unicolores également? Ah non, parce que, alors justement, là, en fait, le risque n'existe pas dans le matériel de base 10, enfin, dans les cartes de numération et dans les jetons, puisqu'on voit le nombre écrit en entier. Là, le nombre, il est écrit en entier. Donc, ce qui est compliqué avec ça, c'est que le même cube, imaginons, oui, le même cube, a une couleur différente. Donc, ça laisserait supposer, en fait, à un enfant que le cube bleu vaut 10 fois plus que le cube jaune. Or, c'est exactement le même cube. Le fait d'avoir utilisé un code couleur, c'est vraiment c'est lié au système de la valeur de position des nombres, mais il n'y a pas de risque de confusion. Vous voyez ici que le nombre est écrit en entier. Mais je comprends très bien la question, hein. Je me la suis posée aussi, et on se l'est posée, évidemment, quand on a fait ce choix. En tout cas, les disques de fraction, là, pareil, pour le coup, on revient à un matériel de manipulation qui est moins original que les cubes ou le matériel de base 10. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais pareil, dès la rentrée prochaine, le fait de pouvoir appliquer les fractions dès le CE1, ce matériel va vous être très utile. Pourquoi est-ce qu'il est très utile? Déjà, premièrement, parce qu'on va comprendre que ce qu'on appelle une fraction unitaire, c'est-à-dire une fraction unitaire c'est une partie d'une unité, l'écriture chiffrée
est très complexe, parce que pour un enfant, autant il comprend le nombre de parts, ici, les six parts du numérateur, mais autant le nombre du bas dans une fraction, ça représente la taille de la part. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour un enfant. Donc, grâce à ce matériel de manipulation, il peut comprendre que 3/6 vont faire la même taille que 1/2, parce qu'il va pouvoir les superposer sur son disque de fraction. Donc, on vous encourage beaucoup à utiliser ce matériel. Et de la même manière, ces cubes-là aussi vont être utilisés pour représenter les fractions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je précise aussi que, et ça c'est dans son adaptation au programme français, Monica Nigoy a beaucoup insisté sur le fait d'utiliser la barre numérique qui permet de représenter les fractions sur une ligne numérique. Et placer un tiers sur une ligne numérique, c'est-à-dire voir qu'il y a quelque chose entre 0 et 1. Et ça, c'est très important d'avoir plusieurs représentations des fractions. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir, grâce à ce matériel de manipulation, représenter des notions complexes, hein, puisqu'on va partager 2 gâteaux. Alors là, je crois qu'on est au CM2 de mémoire, puisqu'il s'agit de faire le lien entre la division et les fractions, qui ne va pas de soi du tout. Partage 2 gâteaux de façon égale entre 3 enfants. Quelle fraction d'un gâteau chaque enfant obtiendra-t-il? Et donc, on voit bien qu'ici, on va demander aux enfants de tenter plusieurs manipulations pour le faire et qu'ils ont bien divisé deux unités, donc chacun des 2 gâteaux, par 3, de la même manière qu'ils le font pour n'importe quelle division partition, et que le résultat qu'ils obtiennent, c'est 2 tiers. Et donc, on voit ici que 2 divisé par 3, c'est égal à 2 tiers. Et ça ne va pas de soi du tout. Même si vous y réfléchissez un petit peu, on peut vite se faire des cheveux blancs à essayer de comprendre pourquoi. Mais en fait, grâce à ces outils de manipulation, alors certes, on ne le démontre pas, mais on le montre aux enfants. Et ça, c'est important parce que quand ils le constatent, ça fait un déclic chez eux et ils comprennent que la division et les fractions, ce sont les mêmes choses. Les géoplans, c'est également un matériel que je n'ai pas, mais que vous pourrez montrer ensuite, et qui est, alors là, on quitte le champ de la numération et des opérations, on est plutôt dans la géométrie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez répandu dans les écoles et qui a été vraiment privilégié par Singapour pour l'aspect géométrique. Qu'est-ce que sont ces géoplans? En fait, ce sont des carrés en plastique ou en bois sur lesquels il y a 25 picots. Et on peut tendre des élastiques pour différents objectifs. Alors là, en l'occurrence, l'exemple que je vous ai montré, c'est de représenter des figures. On peut faire un triangle, on peut faire un carré, on peut faire un pentagone, on peut faire un hexagone, etc., toujours avec le même élastique, ce qui fait que les élèves ont une compréhension sensorielle du lien qu'il existe entre le nombre de côtés et le nombre de sommets, par exemple, dans une figure. 4 côtés, 4 carrés. Pardon, 4 côtés, 4 sommets. La façon dont c'est beaucoup utilisé aussi, c'est pour calculer les aires, puisqu'on va ici pouvoir, de la même manière qu'on avait avec les cubes des unités cubes, on va avoir sur le matériel de base 10 des unités carrées. Ici, on va pouvoir compter les carrés. Donc, sur le géoplan, on va pouvoir, par exemple, vous allez pouvoir demander à vos élèves de faire une figure qui fait 2 cm carrés. Enfin, 2 unités carrées, on va dire. Ou 3 unités carrées. Et vous allez pouvoir, même ici, en l'occurrence, si on l'essaye, celui-là, on peut le pentagone le polygone à côté, on peut aussi calculer son aire, puisqu'on a ici un carré, 2 carrés, 2 demi-carrés, donc ça fait 3, 4, 5, 6, etc. Et je ne vais pas le faire devant vous, de peur de me tromper, mais en tout cas, on peut prendre le temps de calculer les aires, y compris quand les formes ne sont pas carrées ni rectangulaires. On va évidemment aussi beaucoup s'en servir pour la symétrie et pour les angles. On va pouvoir, ici, vous voyez, reproduire des angles sur le papier. Alors, en l'occurrence, ce sont des angles aigus. On va pouvoir faire le lien entre les fractions et les angles, etc., etc. Je crois que ma présentation s'arrête ici.
Et j'ai tenu à peu près le temps qui m'était Mais on imparti. est pas. Je vais arrêter le partage. Ouais, Euh, voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. ouais. Alors, on m'a demandé les décimaux sont enseignés à quel niveau? Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment Alors, le à sujet. Singapour, les décimaux sont, enfin, dans notre édition et à Singapour, les nombres décimaux sont enseignés au CM1. Mais je comprends la question qui est posée, puisque dans la lettre de saisine du ministre au Conseil supérieur des programmes, il est question d'enseigner les décimaux au CE1. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Singapour, il y a une introduction au nombre décimaux qui est faite par la monnaie. D'ailleurs, ça me fait une excellente transition. J'avais oublié de vous parler de la monnaie qui est là. Donc, oui, merci pour cette question qui me permet de réparer un oubli. Parmi les objets de manipulation qui sont privilégiés dans la méthode de Singapour, il y a les pièces de monnaie. Alors ça, c'est très important. Ça permet d'avoir effectivement une première vision des décimaux dès le CE1. Donc au CP, on va prendre les euros, donc il n'y a pas de décimaux. Mais par contre, quand on va associer les euros et les centimes au CE1, on va avoir des nombres à virgule avec les valeurs de position. Alors, ce ne sont pas vraiment des décimaux, hein, mais en tout cas, pour les enfants, c'est une première approche de se dire que on a un centime qui vaut 100 fois moins que 1 euro et qu'on va avoir une écriture à virgule et on va pouvoir ainsi additionner et soustraire des sommes de monnaie, toujours avec cette manipulation. Et faut vraiment aussi avoir ce matériel avec vous parce qu'il permet effectivement pour les enfants de rendre très très concret et très amusant en fait des problèmes mathématiques. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une question, il y a des questions et des inquiétudes sur l'introduction concrète dans les écoles à la rentrée prochaine. Est-ce que ça sera directement pour tous les niveaux ou est-ce que ça sera pour quelques niveaux particuliers? Est-ce que il y a des questions sur, par exemple, je vois quelqu'un qui dit oui, mais ce matériel, enfin, on l'utilise déjà ailleurs. Il y a des questions, et je vois une question, y aura-t-il un fichier pour la maternelle? Voilà, des questions très claires, enfin des Oui. inquiétudes sur la mise en place concrète de ça à la rentrée, en fait. Alors, écoutez, moi, je ne peux pas savoir exactement ce que le Conseil supérieur des programmes ni la DGESCO va proposer pour la mise en œuvre. Euh, d- m- mais moi, je voudrais vous rassurer sur quelques principes simples. Premièrement, en France, on a la liberté pédagogique. Vous êtes libre de choisir la méthode que vous voulez. Deuxièmement, les modifications des programmes, à mon avis, vont être à la marge, puisque le discours qui était tenu, c'était plutôt de faire une compilation de tous les documents d'accompagnement qui avaient été édités depuis quelques années, les fameux guides orange, les guides violets, les guides magenta, etc., pour, voilà, une fois qu'on a tous ces documents d'accompagnement, en faire une synthèse. Donc, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de modifications sur les programmes. Les modifications en mathématiques ne concernent que, d'après ce que j'ai compris, les fractions au CE1 et l'introduction des nombres à virgule. Est-ce que ce seront des décimaux? Vraiment, je ne sais pas, au CE1. Mais si c'est ça le problème, ne vous en faites pas, puisque nos manuels sont parfaitement en phase avec ça. Donc, moi, quand j'ai décidé de faire la méthode de Singapour au début, dès 2007, j'avais fait le choix de ne pas l'adapter au programme. Et ensuite, quand Monica Nigoy a adapté la méthode au programme, elle a fait le choix de conserver certaines originalité de la méthode de Singapour par rapport au programme. Donc, notamment le fait de conserver les fractions au CE1, alors même que ça n'était pas demandé. Donc, vous voyez, finalement, les programmes nous donnent raison, mais en fait, il y a des milliers et des milliers de classes en France qui utilisent la méthode de Singapour sans aucune difficulté. Donc, je voudrais vraiment vous rassurer sur le fait que euh, euh, est-ce que le ministère va demander que la méthode de Singapour soit appliquée progressivement, d'abord le CP, ensuite le CE1, ensuite le CE2? Je ne sais pas. Nous, enfin moi, depuis 10 ans
que je vais dans les classes pour présenter la méthode de Singapour, et quand les écoles me demandent est-ce qu'on peut mettre tout en place d'un coup, et du CP au CM2, ou est-ce qu'il faut le faire sur plusieurs années, ce que je dis en général, c'est qu'on peut le faire sans aucune difficulté, maternelle, CP, CE1 en une seule année. Il n'y a pas de difficulté, parce qu'en fait, le CP il y a, en termes de contenu notionnel, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au programme français. Euh, donc, c'est pas comme si la méthode de Singapour était suffisamment originale pour qu'on puisse pas passer d'une méthode à l'autre. Donc, un élève qui n'aurait pas utilisé la méthode de Singapour au CP peut tout à fait l'utiliser au CE1. Après, plus on augmente dans les années, évidemment, plus ça commence à poser un problème. Donc, en général, ce qu'on dit, c'est GS, CP, CE1, aucun problème. CE2, éventuellement. Vous pouvez utiliser la méthode de Singapour au CE2 dès l'année prochaine, même si les élèves que vous aurez n'auront pas utilisé la méthode de Singapour au CE1 et au CP. Et vous pouvez le faire à condition d'avoir quand même bien pris connaissance de la façon dont les notions ont été introduites au CE1. Mais après, c'est vrai qu'on ne recommande pas, par exemple, de la commencer dès le CM1 ou dès le CM2. Voilà ma réponse. Enfin, parmi les inquiétudes exprimées. Il y a d'autres Ils peuvent inquiétudes. la commencer en cours d'année, on me demande. Pardon? Peuvent-ils commencer la méthode en cours d'année? En fait, comment dire, cette question s'applique à n'importe quelle autre méthode. C'est comme si, je sais pas, vous me dites un élève qui arrive en cours d'année de CP, est-ce qu'il peut prendre la méthode syllabique qu'utilisent les autres élèves? Bah oui, il peut, mais évidemment, il n'aura pas appris les mêmes graphèmes que les autres s'il n'a pas suivi la même méthode dans son précédent établissement. Donc en fait, une méthode ne peut pas résoudre tous les problèmes de disparité entre les parcours des élèves. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. J'en profite pour répondre à une question qu'on pose aussi souvent. On dit, est-ce que ça ne pose pas un problème quand on arrive au collège ensuite d'utiliser la méthode de Singapour? Mais encore une fois, la méthode de Singapour, ça n'est pas, ce sont des mathématiques, point barre. Il y a pas de, c'est pas une façon très exotique de faire des mathématiques qui voudrait dire qu'après, on ne pourrait plus savoir poser un X ou savoir poser un Y ou utiliser des fonctions. Au contraire, en fait, c'est une façon de faciliter, de rendre beaucoup plus simple les mathématiques, beaucoup plus vivantes, beaucoup plus sympa. Et l'adaptation au programme français, à vos usages en classe, au collège, au lycée ou à vos contraintes de terrain, ne posera absolument aucune difficulté. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai de toutes les écoles qui utilisent la méthode de Singapour en France. Peut-on adapter la méthode à des adultes ne maîtrisant pas les bases? Existe-t-il un support? Ah, c'est une très très bonne question. Alors, il n'existe pas de support à ma connaissance. Ce serait intéressant d'y réfléchir. Mais ma réponse est évidemment un grand oui. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a une approche concrète par la manipulation, on va avoir beaucoup plus de facilité à faire saisir à des adultes en difficulté ou ayant des problèmes de dyscalculie, etc., alors, à leur faire comprendre des notions mathématiques. Ce qui est vrai, on pourrait le dire aussi, par exemple, pour euh, en fait, n'importe quelle bonne méthode, qu'elle consiste à revoir les choses de façon très très simple et très visuelle. Et donc, elle peut profiter à des élèves, à des adultes en difficulté pour reprendre les bases et qui leur manquent. Merci. Toute autre question, rien à voir. On me demande la double flèche sur la bande numérique n'est-elle pas gênante par rapport à la définition d'une droite graduée au collège? La flèche indique le sens de lecture. Alors, C'est clair ou oui, alors attendez, la double la flèche, relie? en fait, montre que justement, on peut aller en fait, la double flèche, c'est pas le sens de lecture, c'est le fait qu'on peut aller dans les deux sens. On peut soustraire ou on peut additionner. Donc, si on fait bien référence à ma présentation tout à l'heure, je vais la rouvrir pour être bien sûr que c'est ça, que c'est bien ça qui est concerné. Donc, je revois le double sens, effectivement, dans la frise numérique. C'est un choix qui est fait à Singapour pour dire qu'on peut aller à gauche et on peut aller à droite. Et ça permet notamment à des enfants un petit peu
comment dire, ça permet certains déclics miraculeux dans certaines classes où un élève va pouvoir comprendre qu'on peut aller à gauche du zéro et donc anticiper qu'il va y avoir des nombres négatifs. Ah oui, elle me précise, elle était aussi présente avec les fractions. Oui, oui, tout à fait, mais c'est la même, Voilà. c'est le même choix. Oui. Oui, il y avait aussi une question sur les spécificités de la numérotation, je ne sais plus quelle est, voilà. Numération? Numération orale française avec les 70, les Ah, 90. alors, Est-ce que ça, c'est pas le cas à Singapour, évidemment, on est à 70 en 90. ouais. Est-ce que la méthode en tient compte? Est-ce que c'est un problème? Alors non, ça fait partie du travail d'adaptation que les auteurs français qui ont utilisé, qui ont adapté la méthode de Singapour ont fait, évidemment. Donc on a ajouté, nous, vous voyez, là je suis sur le sommaire du CP, on avait un chapitre, une unité sur les nombres jusqu'à 69. Et puis après, on a une unité spécifique sur les nombres jusqu'à 100. Donc pour aller de 69 à 100, on a ajouté des séances spécifiquement pour faire comprendre aux élèves l'utilisation du 60, 70, 80, 90. Et il faut quand même savoir, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais que euh, effectivement, ça fait 15 ans que je publie la méthode de Singapour, mais depuis 2015, on fait un travail gigantesque d'adaptation de la méthode de Singapour au programme français, et ça en fait partie. Et c'est pas que ça, hein, il y a différentes notions mathématiques, je pense notamment au nombre mixte dans les opérations, dans les fractions, pardon, qui n'existent pas du tout en France. Euh, Ça peut être aussi tout l'adaptation en géométrie, qui a été notamment fait par Chantal Critère au CM1 et au CM2, qui n'existait pas du tout à Singapour. Donc, il y a vraiment un gros travail d'adaptation au programme que nous avons entrepris depuis maintenant 8 ans. On voudrait ne pas trop, il y a des gens probablement qui doivent avoir prévu d'autres choses derrière, on voudrait ne pas trop Oui, déborder. Il y a juste encore, il y a pas mal de questions que je vois passer sur les guides pédagogiques. Alors oui, il y a des guides pédagogiques, Jean, vous m'arrêtez parce que je parle de vous, disponibles à la oui, librairie des écoles dès la moyenne section. oui. Hein, voilà. Et le matériel pédagogique, où est-il disponible? Eh bien, écoutez, il est disponible également à la librairie des écoles pour le moment, et bien entendu chez Didacto, c'est un peu notre métier. Donc, on propose tout le matériel qui a été proposé par Jean, et comme Jean vous l'a dit, on est en train d'essayer de mettre en place un matériel cohérent et par classe de niveau ensemble pour la rentrée prochaine. Ouais, Voilà. voilà, c'est la réponse à la question. Les mallettes pédagogiques par niveau sont-elles déjà mises en place chez Didacto? Donc là, vous pouvez y répondre. Étienne. Aujourd'hui, on a tout le matériel de façon séparée, et on essaie de pouvoir, pour la rentrée prochaine, proposer en effet une mallette cohérente ensemble, en commun, avec tout ce qu'il faut Effectivement, par classe pour le CP, le CM, CE1, CE2. Étienne, comme effectivement il est 15h30 et que je conçois bien qu'il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu spécifiquement pour la librairie des écoles et par rapport au nouveau programme, etc. Ce que je vous propose, c'est peut-être, il me semble que vous souhaitiez présenter d'autres matériels. Tout à fait. Tout à Et fait. donc, peut-être que vous pourriez me transmettre les questions. Je prendrai le temps peut-être d'y répondre par écrit ou de faire une FAQ ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez ensuite répondre aux gens Eh qui ben, seraient c'est très frustrés sympa. qu'on ne leur OK. réponde Toutes pas. les questions un peu techniques, un peu Voilà. complexes, pour éviter parce que sinon on peut parler, je pense, Oui, et pour rester longuement. sur le sujet du jour, sur la Donc en manipulation. effet. Il y avait aussi une question de départ, une personne qui demandait si votre support PowerPoint pourra être diffusé. On ne s'était pas posé la question avant, ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas si vous le faites Alors habituellement. non, je ne partage pas le support PowerPoint, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un replay de ce webinaire, donc qui Tout à fait, qui sera possible à lui toute personne. disponible et que vous pourrez Ouais. retourner voir. Donc écoutez, mille merci Jean pour cette participation à cette conférence extrêmement claire et complète, enfin sur les bases de la méthode de Singapour. Et merci aussi d'avoir accepté de répondre en effet à l'ensemble des questions des uns et des autres. Nous, on continue pendant juste encore quelques minutes pour vraiment boucler
sur du matériel complémentaire qui reste complètement dans l'esprit de ce que Jean a présenté. Donc, je passe la parole à Laurence et puis j'enchaîne moi aussi. Il y en a encore pour une petite dizaine de minutes. Merci Jean, bon après-midi et on continue. À vous Laurence. Merci beaucoup. Mais je montre les deux choses dont Jean a parlé. C'était les géoplans, voilà, et les sets de fractions en cercle. Voilà, c'était les deux éléments dont on avait évoqué. Voilà. Hop, hop, hop. Et maintenant, je donne la parole à Laurence pour la suite. Excusez-moi, j'arrive. Voilà, Laurence, tu es visible. Eh bien, bonjour à tous et merci Jean, c'était vraiment passionnant. Si la librairie des écoles a commencé avec la méthode de Singapour, eh bien Didacto a commencé avec la méthode Cuisenaire. Et bon, je vais vous montrer un petit peu rapidement. C'est vraiment très, très similaire. Donc, la méthode Cuisenaire a été mise au point par un instituteur belge qui s'appelait Georges Cuisenaire en 1945. Et c'était à l'époque, on appelait ça les nombres en couleurs. Donc, l'idée, c'est que les enfants commencent par manipuler librement, qu'ils fassent des constructions à plat, en 3D. Et petit à petit, on va les orienter vers des exercices précis. Il faut savoir que pendant toute la maternelle, on est dans une phase qualitative où les réglettes, on les appelle uniquement par les couleurs. Et petit à petit, on va poser dessus un vocabulaire mathématique. Donc, on n'apprend pas à compter avec les réglettes Cuisenaire, on apprend à calculer. Donc, par exemple, ici, voilà, ça c'est le train Cuisenaire. Et on peut constater que orange plus vert foncé, c'est long comme bleu, plus jaune, plus rouge. Ensuite, on fait des tapis. Et les tapis, ça va permettre de voir la commutativité, la distributivité. Que vous voyez, là, j'ai vert plus blanc, qui est long comme noir, mais qui est aussi long comme vert plus blanc plus vert. Voilà. Bon, je vais vite, hein, parce qu'on n'est pas en avance. Ici, on va pouvoir travailler les divisions, les multiplications. 2 fois jaune, c'est long comme orange. 5 fois rouge, c'est long comme orange et c'est long comme 2 fois jaune. On va pouvoir faire des fractions. Voilà. Donc, vous voyez, vert clair est le demi de vert foncé, rouge est le tiers de vert foncé et blanc est le 6e de vert foncé. À une époque, on organisait régulièrement des formations Cuisenaire et souvent les adultes qui suivaient ces formations nous disaient « Ah, c'était que ça les fractions ». Voilà, hein, comme quoi avec le concret, on s'en sort toujours beaucoup mieux. Et j'ai beaucoup aimé la formule de Jean des histoires mathématiques. Vous voyez par exemple, ici, j'ai une table. Voilà, je vous la montre à plat parce que c'est plus facile. Et oh, elle a un pied cassé et on n'a plus de vert clair. Et l'enfant va devoir, voilà, se débrouiller pour reconstituer quelque chose qui est à la même hauteur que vert clair. De la même manière, on va pouvoir mettre dans les mains de l'enfant, sans qu'il le voie, 2 réglettes. Alors, bon, peut-être qu'on va commencer avec des choses comme ça. Il va falloir qu'il donne la plus grande et puis petit à petit, après, on lui donnera peut-être des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, plein d'exercices à faire avec les réglettes. On en vend toutes sortes de réglettes. On a un livre qui décrit toute la méthode. On a un ensemble de fichiers. Donc, ça commence en maternelle et ça se termine au collège. Donc, une fois qu'on passe au CP, on passe à la phase qualitative où on va donner une valeur aux réglettes. Et puis, l'objectif, bien sûr, à un moment, c'est de se passer des réglettes, mais on a des apprentissages qui sont bien ancrés et bien clairs dans la tête. Donc, ça permet aux enfants de progresser avec des apprentissages forts et ça permet aussi de rattraper des enfants qu'on a peut-être lancés trop vite dans l'abstraction et qui n'ont pas capté en fait ce qui se passait. Donc voilà pour vous parler très rapidement des réglettes. Sur la chaîne YouTube de Didacto, vous avez aussi un ancien webinaire où on parle que des réglettes. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça. Je vais vous montrer rapidement quelques matériels complémentaires. Sabine, à toi.
Oui, alors, je vous montre, au début de la description de Laurence, je vous ai montré là le site internet, que vous voyez le matériel, les fichiers, les différentes réglettes, parce qu'on a fait des choix de réglettes en résine, en bois, ainsi que le livre que Laurence vous a montré. Ensuite, je crois que Laurence va vous parler des bouliers. Donc, je vous montre les bouliers et je laisse Laurence vous en parler. Toi, Laurence. Bon, en fait, donc on a plusieurs bouliers, j'en ai choisi 2. Vous voyez, là, on peut repérer facilement les boules de 5 en 5 et ici, au contraire, de 10 en 10. Bon, après, les bouliers, c'est l'ancêtre de la calculette. Hein, donc, c'est comme l'a expliqué Jean tout à l'heure, voilà, ça va pouvoir être pour matérialiser des additions, des soustractions. Et j'en parle pas plus, vu l'heure. On me demande si les couleurs des réglettes ne posent pas problème sur cette confusion entre couleur et valeur. Ben non, justement, parce qu'on ne parle pas de valeur à ce moment-là quand on parle des Cuisenaires, il me semble. C'est ça, c'est ça. On commence par… pendant toute la maternelle, ce sont uniquement des couleurs et on va poser le vocabulaire mathématique dessus. C'est ensuite au CP où ça va devenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et non, il n'y a pas de problème de confusion, non. Merci. Donc, après les bouliers, il me semble que Laurence, tu veux parler d'abac. Oui. Donc, il me semble que tu veux parler de cet abac-ci. Donc, on m'a dit, non, faut pas que j'aille trop vite. Si j'ai peut-être visualisé trop vite. Je vais vous repasser ce que là, on m'a dit. Donc, je pense que c'est là où j'ai dû aller trop vite. Donc, là, c'était pour vous montrer les fichiers, plusieurs boîtes avec le matériel, d'autres fichiers. En fait, si vous mettez dans le moteur de recherche en haut, Cuisenaire Réglette, vous allez tout retrouver sur notre site internet. D'accord? Donc là, on parlait des abacs. Un exemple d'abac, là, de chez Goki et un autre de chez Toys for Life que Laurence va vous présenter. Donc là, moi, je vous montre comme ça sur le site, comme ça, vous voyez un petit peu la boîte. À toi, Laurence. Bon, là, c'est une abac toute simple qu'on peut donner même à des petits de 2 ans qui vont juste manipuler. Ce que j'aime bien dans cette abac, c'est que, vous voyez, qu'on ait 1 ou 6, on a la même hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui est cher aux professeurs de mathématiques aussi, de dire que 6 pièces, ça peut avoir la même taille que 1. Parce que, en fait, quand on compte, ce n'est pas la même chose que le volume et la hauteur. Voilà, donc une petite abac toute simple et une autre un tout petit peu plus, pas complexe, mais voilà, un petit peu plus évoluée, avec également des jetons dont on peut faire exactement ce que l'on veut et en plus, un dé avec les valeurs de 1 à 6 et un dé avec les couleurs. Donc, on peut imaginer qu'on a rempli les abacs et 2 enfants vont à leur tour jeter les dés et je vais prendre 3 rouges, puis 2 bleus, puis voilà. Donc, tout ça, il faut faire des petits exercices de dénombrement. Merci. Je crois que tu veux que je montre les miroirs, il me semble, Laurence. Donc, voilà. Donc là, c'est un ensemble, c'est du matériel, un ensemble de miroirs avec support. Voilà, sur exemple de choses que l'on peut faire et je crois que Laurence va vous le présenter mieux. À toi, Laurence. Voilà, donc c'est un petit ensemble de miroirs que l'on glisse dans un support et avec, il y a, voilà, vous voyez des petites images que l'on peut placer sur le support. Voilà, et du coup, les enfants vont voir un petit peu ce qui se passe, pouvoir compter combien de fois ils voient l'image, etc. Et puis, eh bien, dans votre classe, vous prenez des tas de petites choses. Là, j'ai pris des astrimates. Et avec les astrimates, on va pouvoir réaliser toutes sortes de mosaïques. Voilà, et puis après, on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe voilà, dans le miroir, vous voyez. Hop, une jolie fleur avec 3 pièces. Super. Voilà. Et puis, je vais vous montrer des petits solides et ça sera Étienne. Voici les solides sur le site. Ah, j'avais une question, Laurence, que je viens de revoir, pardon. Peut-on utiliser les Cuisenaires en CP sans que les élèves aient été initiés en maternelle? Il me semble bien que oui. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, on peut passer par une phase qualitative très rapide et puis attaquer directement le quantitatif, tout à fait.
Voilà. Donc là, je vous présente les solides géométriques en bois recyclé que Laurence vous présente. Oui. Bon, voilà, c'est tout simple, hein. Et on est très fiers que sur notre site, il y a beaucoup de matériel en bois recyclé, en plastique recyclé. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est important aussi. Donc voilà, des petits solides tout simples pour appréhender en volume les formes géométriques. Et je passe la parole à Étienne pour ne pas déborder trop. Merci de votre attention. Alors, il me semble bien qu'Étienne va vous présenter la balance numérique et arithmétique de chez Wissner. Donc, voici la balance. Et voici Étienne. À vous, Étienne. Eh bien, je vous remercie. Je vais mettre une autre caméra voilà, pour voir plus comme ça. C'est une petite balance, tout simple. On présente, oui, je descends un peu. Voilà, on présente une balance pour. Elle est petite, elle est toute légère, elle est aussi faite en bois reconstitué. Une balance pour un élève ou une balance pour 2 élèves et qui permet plein de choses en fait. Ça permet la reconnaissance. Alors les balances sont d'un côté graduées avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Donc ça permet de comprendre l'aspect concret du chiffre, de comparer des chiffres plus ou moins avec le plus ou moins lourd. Par exemple, par exemple, si j'enlève le 2, tac, on voit bien qu'on bascule du côté du 9, alors que là, on a un 7. Et si je remets le 2, hop, ça rééquilibre. On a donc une comparaison. On décompose le chiffre entre 7 et 2 par rapport à 9. Ça permet aussi de travailler évidemment de la même façon les additions, les soustractions. Donc un matériel très simple, mais au final tout à fait riche et qui se prête à plein de passages du concret à l'abstrait comme on l'a vu. Voilà pour cette petite balance. À vous avec votre joli collier. On a un tas de petits instruments de mesure, donc des rubans comme ça qu'on a par 10 avec des centimètres ou des millimètres. Et puis, là, c'est un tout petit peu différent. Ce sont un peu des frises. Alors, tout ça est en plastique solide avec des petits trombones pour marquer des repères. Donc là, on l'a en centimètres. Là, on l'a avec les millimètres. Là, on a la même chose sur un petit ruban d'1 mètre, mais avec des petites boules d'1 centimètre exactement qui permettent très facilement de faire du comptage avec les mains. Donc, tout ça, en fait, ça permet de faire des comparaisons avec des mots très simples comme court et long, et ça dès la maternelle, c'est au programme dès la maternelle. On recommence et on approfondit en grande section, puis au CP, et en CE1, on mesure évidemment aussi, hein, on mesure, on avait un jeu, je ne sais plus comment il s'appelait, où on pouvait mesurer le coût des élèves, la tour de front, etc. Enfin, on apprend à mesurer, puis on trace des segments, et le fait de tracer des segments nous permet d'introduire la notion de milieu, par exemple. Donc, toutes ces bandes numériques sont des outils tout à fait riches pour aborder différentes notions. Voilà pour ces instruments de mesure qu'on peut proposer. Et évidemment, vous avez bien compris, on a essayé d'aller très vite. Le site, continue. vous voyez les petits avec les rubans de mesure et le lot de 10 et le banc de 1 à 100 et de 1 à 1000. Voilà, c'était juste pour montrer sur le site. Je vous laisse, Étienne. Voilà, on a aussi tout un tas d'instruments d'apprentissage de l'heure qu'on introduit au CM1, qu'on approfondit au CM2 avec au CM2 la lecture de l'heure, mais également des conversions d'heures en minutes. Et voilà, et des problèmes de plus en plus complexes. Et puis je termine avec un petit outil de fractions en barres. On avait des fractions en cubes. On peut aussi les présenter évidemment sous forme de barres comme ça pour les élèves pour lesquels ça serait plus clair. Ça existe aussi en barres magnétiques qu'on peut mettre au tableau. Donc, pardon d'avoir fait ça un peu à la mitraillette, là, pour terminer, mais c'est aussi pour pas prendre trop de retard. S'il y a encore une ou deux questions, on peut peut-être y répondre. Sinon, comme on l'a dit, on y répondra aux gens, il répondra par écrit si c'est plus spécifiquement sur son intervention. Et puis sinon, il nous reste à vous remercier tous d'avoir été
présents, si nombreux et je pense si intéressés pour le webinaire de cet après-midi. Sabine, c'est vous qui nous dites où Oui, je suis en train de montrer sur l'écran, sur le site, les fractions Towers Cubes que vous venez de montrer et les fractions magnétiques XL sur le tableau pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Voilà, j'essaye de reprendre sur les questions. Tout dernier petit mot, comme on l'a déjà dit, vous recevrez le lien avec le webinaire à revoir, le catalogue des outils présentés. Donc voilà, pas d'inquiétude, vous aurez tout pour retravailler un petit peu et reprendre ce qu'on s'est dit. Je remets Jean à l'écran, je vous nous remets tous les trois à l'écran, ça va être plus sympathique de nous voir tous les trois. J'essaye de reprendre une petite question. On nous a rassurés en disant mais c'est tellement intéressant que c'est pas grave si vous débordez sur l'heure que vous aviez promise. Donc c'est sympathique, merci beaucoup. Donc comme Étienne a dit, d'ici quelques jours, on vous envoie le replay de ce webinaire avec la liste des jeux qui ont été présentés. On va essayer de reprendre les questions et puis on va essayer de les communiquer à Jean et on essaiera de faire une petite compilation de tout cela. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Merci beaucoup pour votre invitation et c'était un plaisir de présenter les principes et les outils de la méthode de Singapour. Et merci, puis merci à tous. Et restez fidèles sur le site internet, inscrivez-vous à la newsletter. Étienne vous écrira régulièrement pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je pense que sur les prochaines, quand les mâles pédagogiques auront un peu plus avancé, etc., on pourra aussi communiquer là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Bon après-midi. Au revoir.